On en parle comme d'une prise de guerre. Malika Sorel figure donc en deuxième position sur la liste RN aux élections européennes. L'intellectuelle était jusqu'alors associée à la droite traditionnelle. Elle avait été nommée il y a 15 ans au Haut Conseil de l'intégration par le président Nicolas Sarkozy. Elle est venue à plusieurs reprises sur notre antenne nous parler de ces questions. Et alors donc où le RN ne se cache pas de cibler l'électorat de LR, ce transfuge en quelque sorte signifie quelque chose. L'électorat de LR, mais aussi celui d'Emmanuel Macron, puisque dans la controverse que vous avez pu suivre sur d'autres médias, elle aurait pu être son ministre si celui-ci avait donné suite, en particulier sur le poste de l'éducation nationale. Malika Sorel brouille-t-elle les repères ou au contraire, ceux-ci se dissènent-ils de plus en plus nettement en fonction du rapport à la France avec l'immigration associée à l'islam en ligne de démarcation? Donc c'est tout cela dont elle est un petit peu porteuse et on va essayer de voir avec elle, à la lumière de ces élections européennes, ce que signifie la décision qu'elle a prise. Bonjour Malika Sorel. Bonjour. Vous sortez donc d'une séquence médiatique un petit peu tourmentée. Néanmoins, ça représente un virage. C'est un virage dans votre vie. Pourquoi tourmenté ? Parce que si je lis le papier du Monde, si je lis quelques dépêches de l'agence France-Presse, vous êtes perçu comme une sorte de trouble-fête et vous semez le trouble. Voilà. Alors le trouble, ça peut être positif également. Ça peut générer de l'émotion, ça peut nous pousser à nous interroger. C'est un peu, quelque part, le sens aussi de cette candidature. C'est ma volonté d'agir, de vouloir agir de manière concrète. C'est-à-dire que voilà très, 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 très longtemps que je murmure à l'oreille et même que je tense, que j'appelle les personnalités qui sont au pouvoir pour leur dire faites pas ci, faites pas ça, pour reprendre la chanson, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, j'étais véritablement dans une séquence où je me disais mais ce n'est pas possible, la France tombe, ils continuent à la pousser dans le ravin et maintenant l'Europe tombe. Je me désespérais et je me disais mais comment agir? Et donc là, sincèrement, Louis, cela faisait des années que je ne me sentais pas aussi apaisée au fond de moi-même. C'est-à-dire le sentiment d'enfin pouvoir agir sans procuration, c'est-à-dire sans passer par des hommes ou femmes politiques, agir directement. Et comme je l'ai dit dans une émission que j'engage vos auditeurs à aller regarder, c'est l'émission que j'ai réalisée dimanche avec Sonia Mabrouk, Le Grand Rendez-vous, sur CNews et Europe 1 et Les Échos. Jeudi, je me vis comme un soldat. Voilà. Malika une mission Sorel, à accomplir. Le fait, l'accusation d'opportunisme, le fait que vous ayez appelé Emmanuel Macron, dites-nous votre version des choses. Alors d'abord, le président Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est le président, cher ami. C'était Emmanuel Macron, je pense que je ne suis pas sûre que j'aurais échangé avec lui. C'est en tant que président, c'est-à-dire un homme qui doit agir dans le sens de l'intérêt général, l'intérêt du peuple français. Il m'avait écrit en 2019, souhaitant me rencontrer. D'ailleurs, je l'avais dit dans une émission face à Riofol que je salue, Yvan Riofol. Je l'avais dit, il m'avait écrit en 2019, il souhaitait me rencontrer pour pouvoir échanger. Donc, il sait très bien mon existence. Et jusque-là, tout va bien. Oui. Non, jusque-là, tout va bien. Non, parce qu'il a jamais... il savait mon existence, mais il a continué sur la même pente, c'est-à-dire celle qui est la suite de ce que j'avais dénoncé il y a déjà quelques années, son approche multiculturaliste, l'approche, vous vous souvenez, il n'y a pas de culture en France, culture française est diverse, l'art français, je ne l'ai jamais rencontré. Et donc, il y avait tout ça. Donc, oui, j'ai toujours essayé d'agir et le président de la République, effectivement, n'a pas été content. Mais vous l'aviez rencontré pour en parler ? Non, parce que je l'avais raconté dans l'émission d'Yvan Riofol. Il y a eu une petite dispute entre le directeur de cabinet et le secrétaire général et ça s'est conclu, l'un voulant que je vienne, l'autre ne voulant pas. Vous voyez, parce que c'est pas par rapport à moi-même, c'est par rapport au sujet que je porte. Et donc, notre sujet, Louis. Et donc, ça ne s'est jamais concrétisé par un rendez-vous. Et moi, je ne suis pas sectaire, j'ai toujours discuté avec tout le monde. Mais vous auriez aimé être son ministre ou pas ? Ce n'est pas une question d'aimer. Je souhaite agir. Avoir un poste, donc ça veut dire oui. Avoir un poste n'est pas une finalité en soi. C'est une évidence que, comme a répondu Jordan Bardella lors d'une émission, parce qu'on lui disait, on lui racontait, il a dit oui, le président de la République aurait dû la nommer, c'eût été autre chose que Nicole Belloubet à l'Éducation nationale. Mais il parle là, Jordan Bardella, en termes de contenu, de projet.
Et donc, c'est très important quand on est dans une équipe. Moi, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise. On ne se ressemble pas tous nécessairement. Chacun porte quelque chose. On fait la synthèse et on agit dans l'intérêt de l'entreprise et de ses salariés. Mais là, c'est dans l'intérêt de la France et du peuple français. Est-ce que vous ressemblez un peu à Rachida Dati? En termes d'ethnie, c'est le faciès. Non, en termes aussi d'énergie déployée. Oui, mais vous pourriez me comparer à d'autres. Donc pourquoi Rachida Dati? Je suis toujours surprise lorsqu'on me compare à elle. Donc je me dis, c'est au faciès. Mais est-ce que c'est bien ou pas bien d'être comparé à ce genre de personnes? Nous sommes aux antipodes l'une de l'autre en termes de projets portés. Dès mes premiers livres, j'avais publié dans mon livre ce qu'elle avait écrit, ce qu'elle avait dit à un journaliste marocain, dans un journal marocain. Elle avait dit, ça doit être sur mon blog, le contenu, et c'est cité dans mon livre, et les sources sont citées, bien entendu. Elle disait, je passe une partie de mon temps à travailler pour les Marocains. Excusez-moi, moi je travaille pour la France, j'ai fait un choix. J'estime qu'on ne peut pas, à un moment donné, on ne peut pas être, surtout que dans les situations ce temps, on ne peut pas être un pied d'un côté, un pied de l'autre. Je ne parle pas des citoyens ordinaires, je parle des gens qui agissent en termes de pouvoir et qui détiennent un pouvoir important. Elle a dit également des choses qui, moi je suis marocaine, je veux que le gouvernement marocain nous reconnaisse. Non mais attendez, on plaisante. Elle était au sommet de l'État, elle travaille pour un État étranger. Et puis autre chose qui là véritablement nous sépare, c'est qu'elle a été avec Hakim El Karoui et d'autres, comme Ramayad, Fleur Pellerin, à l'initiative de la création du club du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est un club qui avait pour ambition, c'est écrit dans leur statut, de favoriser le recrutement de personnes issues de l'immigration. Louis, c'est comme si demain, quelqu'un faisait une association pour dire, moi, je vais favoriser, c'est-à-dire privilégier, faire une discrimination positive pour les Français de souche européenne, les Français d'origine. Tout le monde dirait, non mais attendez, c'est du racisme, pourquoi mettez-vous les autres de côté ? Là, personne ne bronche, au contraire, on applaudit. Ah, c'est bien, ils vont mettre devant, c'est-à-dire faire passer devant, parce que moi, j'ai toujours été opposée à la discrimination positive. Donc non, Dati et moi, nous sommes radicalement, je pèse mes mots, radicalement opposés. Lorsque j'étais au Conseil d'intégration et que nous avions alerté sur les prières de rue, disant qu'un jour, ça allait se terminer par des scènes d'émeutes, par le fait qu'une voiture allait foncer sur les personnes qui priaient. Donc, il fallait absolument que le pouvoir politique réagisse. Sa réaction avait été la suivante, parce que Marine Le Pen avait dit, oui, ils occupent la rue, etc. Et Rachida Dati, à l'époque, elle sortait à peine de son mandat de garde des Sceaux, de sa fonction, sa mission garde des Sceaux, et elle dit, pour des occupants, je trouve que les musulmans sont paisibles. Donc, c'est presque un appel voilé à la révolte. Je trouve ça... Excusez-moi Louis, mais trouvez d'autres figures pour me comparer, s'il vous plaît. Est-ce que votre propos qui tranche, justement, il tranche dans le verbe, il tranche dans la démarcation que vous faites avec des concurrents? Néanmoins, Malika Sorel, on aurait pu vous imaginer dans d'autres formations politiques. Par exemple. C'est ça un petit peu le paradoxe. Par exemple, pourquoi pas chez Emmanuel Macron, aujourd'hui où les repères sont brouillés? Pourquoi pas chez les LR? Pourquoi pas ailleurs, en fait? Alors, ça ne vous aura pas échappé. En 2017, j'étais toujours aux côtés de François Fillon, y compris exactement. au Trocadéro, tout à fait. Donc, si François Fillon n'avait pas été défait dans les conditions antidémocratiques que nous avons vécues, je l'accompagnais pendant son quinquennat. C'est une évidence et je suis convaincue que nous aurions fait de grandes choses. Cela n'a pas été. Ensuite, moi, François Hollande, je ne me retrouvais absolument pas dans sa vision Terra Nova. C'est pas possible, mais... Si François Hollande m'avait Donc la vision fait venir, Terra Nova, en deux mots, Malika la vision Sorel. Terra Nova, c'est une nouvelle fois la vision communautariste, clientéliste, séparatiste. C'est-à-dire que le rapport est encore probablement en ligne, sinon j'ai cité des extraits importants dans mes ouvrages, et qui recommandait à François Hollande de mener, c'était lors de l'élection présidentielle de 2012, celle qui a vu la défaite malheureusement de Nicolas Sarkozy à l'époque. Et donc, il recommandait à François Hollande, qui était candidat à l'époque, de courtiser le vote étranger. C'est écrit noir sur blanc. Donc, il disait, tous les 5 ans, 500 000 à 750 000 personnes obtiennent la nationalité française, donc le droit de vote. Et donc, il faut les courtiser. Et ça s'était traduit de la manière suivante. François Hollande qui va dans le 93, en Seine-Saint-Denis, et qui harangue la foule et qui leur dit... Si vous êtes moins riche, si eux sont plus riches que vous, vous êtes plus nombreux à les voter. C'est-à-dire qu'il les dresse contre la France et contre le reste de la population française. C'est très, très grave. Les Français l'ont choisi. C'est une erreur historique parce que derrière, nous avons eu Emmanuel Macron avec le fait qu'il ne veut absolument
pas, manifestement, infléchir sa trajectoire. Pour les européennes, quel est le discours en fait que vous pouvez tenir? Est-ce que ça compte d'abord comme élection ou est-ce que c'est juste un référendum à propos de savoir si Emmanuel Macron doit demeurer ou ne pas demeurer, parce que c'est lui qui cristallise quand même beaucoup les choses. Comment vous voyez cette élection? Alors, il y a les 2 aspects que vous avez mentionnés. Alors, est-ce qu'il doit demeurer? Il est élu, donc il y a 5 ans, nous sommes en démocratie. Mais on Il pense déjà à fera la case son d'après. il ne peut pas se représenter. Il a essayé de Mmh. modifier la Constitution pour pouvoir se représenter et heureusement que certains lui ont dit: «Eh niet, cafougnette, ça ne sera pas la vraie forme de la Constitution en ce sens». Donc il ne pourra pas se représenter. Maintenant, il a des héritiers qui se bousculent au portillon et donc il faut être vigilant. Cette élection, à l'évidence, c'est la seule qui va nous permettre de lui signifier en tant que peuple que nous ne sommes pas d'accord, que nous ne sommes absolument pas d'accord et que nous sommes opposés à son projet qui aboutit à ce qu'on défasse la France. Dans mon livre, je parlais de décomposition française. Lui parle de séparatisme, mais il n'agit pas véritablement comme il se devrait contre. Mais il y a Donc, une loi contre le séparatisme, Malika Sorel. a-t-elle donné des résultats? Non. On voit bien que ça n'a Mais il a strictement quand rien même fait. été à l'origine d'une loi, Mais d'une volonté une loi, contre le pourquoi faire? séparatisme. Louis, on ne fait pas des lois pour faire des lois. Il faut faire des lois pour agir. Et même, nous avons déjà dans l'arsenal un certain nombre de choses qui font que nous pouvons agir. Sur le séparatisme, il y a le fait que la loi de 1905 nous protégeait. L'État doit sanctionner les conséquences du culte lorsque ça entre en contradiction avec les principes qui sont inscrits dans notre Constitution, dans le préambule de notre Constitution. Et la loi de 1905 aussi demande à ce que l'État ne se mêle pas de l'organisation du culte. Et donc, j'ai toujours dit, il ne fallait pas organiser l'islam en France. Il fallait laisser les musulmans d'origine, ceux qui sont nés dans des familles musulmanes, s'émanciper, créer les conditions pour leur émancipation et certainement pas leurs conditions, la situation dans laquelle ils se retrouvent peu à peu aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont un chef qui va leur dire vous faites ci, vous faites ça, et un groupe qui va quelque part asseoir son autorité sur chaque individu. Donc ça a été, il a agi à rebours de ce Attendez qu'il que je comprenne bien, fallait Malika faire. Sorel, parce que l'organisation de l'islam en France, ça remonte à Jean-Pierre Chevènement. Pierre Jox. Puis, voilà, donc c'est déjà ancien, ce n'est Oui. pas Emmanuel Macron. Ce n'est Et- pas Emmanuel Macron, mais il a accéléré dessus. Il aurait Et pu si on dire remonte au stop. Premier Empire, il y a eu Napoléon qui a organisé le consistoire, il y a eu une volonté de l'État aussi d'avoir des relations qui soient formalisées avec les religions. Et ça, Oui. ça remonte, c'est vrai, avant la loi de 1905, mais ce n'est pas forcément quelque Absolument. chose de négatif. Absolument, mais d'abord... Ça fait partie de l'histoire française. Oui, d'abord vouloir comparer les 3 monothéismes, sincèrement, on atteste que... Non, je ne les compare pas, je dis simplement il y a eu une volonté de l'État de cadrer ses Oui, relations oui. avec les religions. D'abord, c'était avant 1905, et puis Napoléon a voulu imposer un certain nombre de choses, et d'ailleurs ça a été très compliqué, ou pas, parce que vous parlez du Grand Sanhédrin, c'était très compliqué, il leur a imposé un certain nombre de choses, et j'attends le jour où dans toutes les mosquées, on récitera un jour de la semaine une prière de bénédiction de la France, parce que ça s'est traduit comme ça, mais aujourd'hui, je vous le dis Louis, il ne faut pas comparer les 3 monothéismes, parce que sincèrement, là, nous n'avons pas le temps d'approfondir, mais ce n'est pas la même chose. Mais pas d'organisation C'est de pas l'islam en France, ça non, veut dire que par- vous laissez en fait les musulmans donc Libre. s'organiser Chacun- eux-mêmes, Chacun libre. mais être aussi la proie de ceux qui veulent les manipuler. C'est à nous, ensuite, en tant que pouvoir politique, de contrôler, de sanctionner les conséquences. Et je vous dis, pas simplement par rapport à la loi de 1905, mais surtout par rapport à tout ce qui peut être entré en contradiction avec les principes inscrits dans nos chartes des droits fondamentaux, le préambule de la Constitution et la Constitution. Et la deuxième question sur le référendum sur l'Union européenne, oui, c'est un référendum pour ou contre Macron, ça c'est clair et net, mais c'est aussi ces élections européennes, elles sont extrêmement importantes, beaucoup plus que les précédentes. Il faut que les Français en prennent conscience. Je les engage vivement. J'ai commencé à en parler dimanche dans l'émission de Sonia Mabrouk et j'ai dit que c'était le sujet le plus important qui soit, c'est-à-dire l'adoption le 23 novembre 2023 d'une proposition, d'une résolution qui met sur la table la manière dont l'Union européenne va évoluer et va se construire prochainement, à savoir le fait que nous passions pour les décisions à la majorité qualifiée, ce qui veut dire que les peuples, les chefs Et d'État donc plus à européens, l'unanimité. absolument, n'auront plus aucun pouvoir, ce qu'on traduit par un droit de veto. Et donc, je vous engage, chers auditeurs de Radio Notre-Dame, d'aller lire absolument le texte qui est paru dès hier soir sur le site internet du Figaro, mais également ce matin dans le Figaro papier. Ce texte a été porté
par un certain nombre de personnalités, dont le grand professeur de sciences politiques Stéphane Rosès et également le philosophe Marcel Gauchet. Ce texte dit exactement, mais en plus développé, beaucoup plus développé, parce que moi je n'ai pas eu le temps, ce que j'essaye de dire dimanche chez Sonia Mabrouk, c'est le sujet le plus important. C'est-à-dire que le peu de ce qui nous reste comme pouvoir au niveau des peuples va être transféré au niveau de la Commission européenne. La Commission européenne, von der Leyen par exemple, parce que c'est elle aujourd'hui qui est la présidente, se transformera en président de l'Union européenne et la Commission aura finalement force de proposition sur tous les sujets, y compris la défense, la diplomatie. Véritablement, les Français doivent prendre conscience que si cela passe, et donc c'est le projet porté par tous les fédéralistes, la liste de Macron, tous ceux qui lui ressemblent. Ce ne sera pas compliqué de savoir tous ceux qui vont dans le même sens. Et von der Leyen et ses alliés au niveau de l'Europe, ce qu'ils veulent, c'est définitivement mettre à bas les peuples et les nations. Le texte de Stéphane Rosès d'aujourd'hui dans le Figaro, j'aurais pu le signer des deux mains. Dit de manière un petit peu moins tragique, si on peut dire, Malika Sorel, c'est un saut fédéral en fait. Mais en fait, c'est tragique parce que, vous voyez, même saut fédéral, c'est à la limite impropre parce que quand on parle de l'Allemagne, on dit c'est le fédéralisme et l'Allemagne n'a pas gommé l'identité du peuple allemand. Là, c'est pire que cela. C'est-à-dire que les États n'auront plus aucun pouvoir. C'est terminé. Lorsque nous voterons pour le président de la République en France, le président ne détiendra plus, parce que comme c'est à la majorité qualifiée, il ne détient plus aucun pouvoir. Pourquoi ? Parce que majorité qualifiée, voilà ce que cela signifie. Il suffira qu'une partie des Européens ailleurs décide de quelque chose, Louis, même si nous sommes totalement opposés en raison de notre propre histoire culturelle, politique, ça nous sera imposé comme décision. Mais toutes les nations auront le même poids ? En fait, pas forcément, ça sera pondéré quand même par le poids des nations. La Lituanie n'aura pas le même poids que la France quand même. C'est très important ce que vous dites, parce que vu les élargissements continus, d'ailleurs, l'article en parle, c'est-à-dire qu'on est face à une Europe qui est devenue, qui a perdu la raison. Il faut même dire qu'elle est devenue folle. On ne cesse, alors que nous n'avons pas robustifié les fondations de l'Union européenne, on s'en rend compte chaque jour. Regardez, hier, il y avait le président de Dassault qui s'exprimait une nouvelle fois, je suis désolée, chez l'excellente Sonia Mabrouk et Éric Trappier, et qui disait, regardez, aujourd'hui, l'Europe, personne ne nous achète nos avions de chasse, ils vont tous acheter chez les Américains. Nous n'avons pas réussi à construire une Europe qui nous protège. Nous n'avons, à tout point de vue, c'est-à-dire l'Europe de la défense, nous n'avons pas de voix commune et ne sommes pas d'accord sur les questions internationales. Nous avons une Europe qui nous a fragilisés sur le plan économique. Regardez ce qui se passe avec le pacte punitif, le pacte écologique punitif contre l'industrie. Nous n'avons pas le temps d'aborder, mais c'est un vrai sujet. Demain, il va y avoir environ 70 000, c'est ce que l'industrie automobile dit, licenciements. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens à Bruxelles qui ont décidé que nous allions arrêter les moteurs thermiques. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Qui favorise l'industrie chinoise. Mais totalement, ce sont les Chinois qui fabriquent 60% des batteries électriques. Donc, on nous dit c'est mais vraiment, il faut vraiment comprendre, l'Union européenne aujourd'hui est devenue folle. Elle est en train de marcher sans tête. Il faut l'arrêter. Il faut la stopper. Donc, comment fait-on, Malika Sorel ? Et sur la Chine, regardez. Il y a un discours sur le Frexit officiellement au RN ou pas ? Non. Il faut absolument. Et aujourd'hui, le même vent se lève partout en Europe. C'est-à-dire partout dans les autres pays européens, les mêmes sujets arrivent en tête. Le sujet de l'immigration, parce que c'est un véritable problème. Au niveau migratoire, vous vous souvenez, je vous avais dit, la dernière fois que je suis venue, je vous avais montré les tableaux de l'INSEE, je vous avais dit, 2017, 44% de la hausse de la population en France, c'est l'immigration. Si l'immigration s'intègre et adopte notre manière d'être et devient française, culturellement, aucun souci. Mais si l'immigration se traduit par un certain nombre de problèmes que nous observons, y compris à l'école, qui conduisent à ce que la moitié des enseignants s'autocensurent, ont peur, sont égorgés, etc., excusez-moi, non, il faut se poser la question. Et l'Union européenne vient de voter encore le pacte migratoire qui transforme l'Union européenne, l'Europe, nous, en centre d'accueil géant dont la seule préoccupation, c'est de répartir les migrants. Et celui qui n'est pas d'accord en termes d'État, on sanctionne et on fait payer, de mémoire, c'est 20 000 € par migrant refusé. Donc, c'est un référendum. Comment fait-on aussi si vous ne pour sortez dire non pas, si vous ne à ce sortez pas traité. Il faut modifier les choses de l'intérieur. Aujourd'hui, ce qui se passe n'a plus rien à voir avec quelques décennies. Il y a quelques décennies, c'était tout feu, tout flamme. Tout le monde se disait, l'Europe, et c'est vrai, nous allons être beaucoup plus puissants,
nous allons créer un marché puissant, nous allons avoir une voie de la diplomatie et au regard de notre démographie, nous allons peser, nous allons également faire des projets comme ça avait été fait, Airbus et même le Concorde à l'époque avec les Anglais. Et donc nous allons rayonner parce qu'on ne rayonne pas que par le verbe, Louis. On rayonne, moi j'ai travaillé dans le milieu des ingénieurs, on rayonne par les projets technologiques. Lorsque vous avez des gens qui viennent vous acheter votre vaccin qu'on n'a même pas été capable de faire, lorsque des gens vont dire je vais vous acheter vos Airbus plutôt que les Boeing qui ont plein de problèmes, en particulier le 737, lorsque vous avez des gens qui vont dire on va vous acheter le TGV, etc., c'est comme ça qu'on arrive à asseoir sa puissance au niveau international. L'Europe a failli sur tous les sujets et elle veut encore nous prendre plein de sujets. Moi, je vais vous dire, ça me fait penser à un de mes professeurs d'économie que j'avais eu à Sciences Po Paris. C'était le professeur Bruno Frey, un Suisse, qui avait été nominé pour le prix Nobel d'économie. Et il nous disait, regardez, aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que les grandes instances supranationales sont des ogres, elles fabriquent leur propre travail. Donc l'Union européenne, chaque jour, est un ogre, elle veut faire main basse sur tout ce qui nous concerne pour se repaître, se nourrir de tout ça, de ces nouveaux pouvoirs. Là-dessus, LFI, LR, Renaissance, donc c'est très divergent les positions. Sur un certain nombre de sujets, oui, mais sur d'autres, ils se rejoignent. Sur la liste Renaissance, vous voyez, je pense que les Français ne se trompent pas, parce que la liste de Madame Hayé est en train de chuter, et allez-y, il faut la faire chuter encore plus, parce qu'il y a Mais un on l'a enjeu. invitée sur cette antenne, elle viendra. Oui, donc, oui, mais j'espère. oui, il faut qu'elle vienne, mais il y a un enjeu. Elle vous dit il faut plus d'Europe. Mais attendez, mais ils vivent dans quel monde? C'est-à-dire que faut dire il faut une Europe différente. Il faut une Europe qui respecte les peuples, même si les Allemands, les Suédois avons en partage une partie de la culture, les Italiens bien entendu, nous n'avons pas des histoires qui se superposent. Donc De Gaulle parlait du génie français, jamais le général de Gaulle aurait accepté que la France soit dissoute. Malika Sorel, l'Europe devient folle, dites-vous, Oui. mais vous n'en sortez pas quand même. Vous Non. pensez que, contrairement à un certain discours que le RN a pu tenir à une certaine période, vous n'en sortez pas parce que ça fait peur aux gens. Non, il ne faut pas sortir de l'Europe, il faut faire en sorte que l'Europe devienne une Europe puissance, que chaque État retrouve des marges de manœuvre, que l'Europe recommence à respecter ses propres peuples. Jamais l'Europe n'aurait dû aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire le fait d'effacer les peuples qui la composent. Nous devons additionner nos forces. Et donc oui, c'est pour ça que l'enjeu, parce que vous me posez la question reconquête et puis la liste LR, la liste, on le voit dans les intentions de vote, il ne faut pas s'éparpiller. D'abord, la liste de François-Xavier Bellamy, que je respecte, François-Xavier Bellamy, mais il travaille avec von der Leyen, c'est le PPE. Donc vous votez, excusez-moi, ceux qui nous écoutent doivent l'entendre, vous votez pour la liste LR, ça veut dire que vous votez pour tout ce qui est dénoncé dans la tribune de Stéphane Rosès, c'est-à-dire le fait qu'on va nous dissoudre. Ce n'est pas anecdotique du tout, nous allons sortir de l'histoire. Il y a une responsabilité majeure que nous devons exercer. Et la liste de Reconquête, Reconquête, ils ont un très peu. C'est une dispersion de voix. Il y a une notion de vote utile. Il faut que l'échiquier politique se clarifie. Après, sur LR, j'ai des oppositions de fond, c'est-à-dire que le directeur de campagne de François-Xavier Bellamy est j'en avais parlé, je le redis, le collectif du 31 mai, il est à l'origine de l'explosion du flux migratoire estudiantin. On ne peut pas dire au niveau de l'Union européenne, je suis contre l'immigration, et prendre comme directeur de campagne quelqu'un qui a fait exploser le flux migratoire estudiantin. Merci Malika Sorel. Merci d'avoir été donc notre invité, l'un des premiers invités d'ailleurs sur les élections européennes à s'être exprimé sur notre antenne. Et je rappelle que vous êtes numéro 2 sur la liste Rassemblement National. Merci, à bientôt.